Je vous propose de passer au troisième topo et on a la chance aujourd'hui d'accueillir une star de l'imagerie en hypnose, une star de l'imagerie fonctionnelle, le spécialiste de l'IRM. On va s'arrêter là. Le docteur Bruno Suarez, qui est médecin, qui est radiologue, vous l'avez compris. Pourquoi l'inviter aujourd'hui à la ISFAR? Probablement pour vous convaincre par l'image. Il y a la parole, mais tant que vous n'avez pas vu les images, certains, de moins en moins de notre spécialité, ont l'impression que c'est un peu futile, qu'il n'y a pas de substratum biologique, de substratum anatomique, neurologique. La neuroscience actuellement est en pleine ébullition avec des données factuelles qui ont un grand intérêt pour notre spécialité. Et Bruno Suarez, qui nous fait la chance d'être là aujourd'hui, je l'espère, va vous convaincre. Bruno, tu as la parole. Merci Philippe, bonjour à tous. On va parler un peu effectivement de l'imagerie du cerveau pendant la séance d'hypnose. Bien entendu, les anesthésistes n'ont pas attendu les neurosciences pour développer la technique au bloc opératoire. Et ce qui compte avant tout, évidemment, c'est les bons résultats que vous obtenez avec vos patients depuis bien longtemps maintenant. Mais pour convaincre certaines personnes, certains patients ou certains décideurs, je pense que c'est intéressant d'avoir ce type d'informations disponibles. On a passé beaucoup de temps à étudier le cortex, la substance grise du cerveau, les localisations cérébrales. Vous connaissez tous les homonculus de Penfield. Et la nouveauté depuis plusieurs années, c'est qu'on arrive maintenant à comprendre comment ces différentes régions corticales se connectent les unes avec les autres, et on appelle ça le connectome. Donc le connectome, c'est la substance blanche, c'est les fibres qui relient les différentes aires corticales les unes avec les autres. Et finalement, ce qu'on n'arrivait pas à comprendre pour l'hypnose, ce qu'on n'arrivait pas à comprendre pour la conscience, ce qu'on n'arrivait pas à comprendre pour l'anesthésie générale, qu'est-ce qui se passe, comment est la conscience pendant l'anesthésie générale avec ces méthodes d'imagerie particulières, étude du connectome fonctionnel, on commence à comprendre exactement ce qui se passe au niveau du cerveau. C'est ce que je vais vous montrer. Alors il faut bien que vous compreniez qu'on est à la préhistoire des connaissances en neurosciences, que les notions évoluent rapidement, mais que c'est encore la préhistoire. Donc pour l'instant, ce que je vous dis peut être remis, amélioré dans les années à venir. Donc ce qu'on sait pour l'hypnose, c'est qu'on a un niveau de connectivité qui est supérieur à celui de la rêverie. Donc la rêverie et l'hypnose, ce ne sont pas des synonymes. On sait aussi que l'hypnose et le sommeil ne sont pas synonymes. Et donc le choix d'hypnose, finalement, ce n'était pas une très bonne idée au XIXe siècle de la part de James Bright d'avoir choisi ce terme, puisque l'hypnose n'a rien à voir avec le sommeil. Ce que montrent des études récentes, c'est que vous avez des connexions particulières qui s'établissent pendant l'hypnose. Donc l'hypnose, c'est plutôt plus de connexions que moins de connexions. Dans les films ou dans les romans qui parlent d'hypnose, vous voyez des zombies faire n'importe quoi pendant l'hypnose. Et en fait, nous, avec nos patients, on sait que c'est pas ça du tout, que les gens sont bien éveillés pendant la séance d'hypnose. Et également que leur libre arbitre n'est absolument pas modifié. Et c'est ce dont on va parler maintenant. Donc des connexions particulières entre les lobes occipitaux et les lobes pariétaux, mais également entre les régions préfrontales et singulaires antérieures. Je vais vous montrer un petit peu quel est l'intérêt de ces régions, ce qu'on en sait à l'heure actuelle. Alors, depuis 2003, grâce aux travaux de la professeure d'anesthésie de Liège, Marie-Elisabeth Fémonville, on sait que l'hypnose modifie la connectivité des différents centres impliqués dans la nociception. Donc ça, c'est vraiment une trace probante, une des premières traces qu'on a eues justement pour expliquer comment, avec de l'hypnose, on arrivait à obtenir des phénomènes d'analgésie. Et donc, quand on a commencé à étudier le cerveau avec Jean Becchiot au début des années 2000, on a constaté qu'il y avait certaines régions du cerveau qui étaient activées d'une façon particulière sans comprendre exactement ce dont il s'agissait. Donc il y avait 3 zones un peu particulières dont on va parler: le cortex singulaire antérieur, le précuneus, le cervelet. Alors on avait également des connexions particulières au niveau du cortex préfrontal, mais également pendant la séance d'hypnose, on utilise les canaux sensoriels du patient pour l'utilisation du souvenir, et donc ces zones sensorielles vont être également recrutées pendant la séance d'hypnose. Donc l'hypnose, ce n'est pas une zone dans le cerveau, c'est plusieurs zones qui vont se connecter de façon particulière,
et ces connexions vont être modulées tout au long de la séance d'hypnose. En ce qui concerne le cortex singulaire antérieur, donc c'est une zone du désir et de la volonté d'agir. Ça vient des découvertes, oui, je vous ai mis la référence, c'est octobre 2018 par une équipe américaine sur des patients qui avaient des maladies comme des mutismes akinétiques. Et donc c'est vraiment cette région-là où on a la volonté d'agir. On sait aussi depuis un peu plus de temps que c'est une région très importante pour les émotions reliées à la douleur. Et pendant l'hypnose, que je vous ai montré, il y a plusieurs études qui montrent que cette région-là vraiment se connecte de façon particulière pendant la séance d'hypnose. Donc ça, c'est les images de Pierre Rainville, qui est un chercheur en neurosciences québécois, qui dès 1997 a bien montré que pendant la modulation de la douleur grâce à l'hypnose, on obtenait une modulation très particulière de cette région du cerveau, qui est vraiment reliée aux émotions, c'est-à-dire le désagrément de la douleur, c'est dans cet endroit-là que l'information est traitée. Une autre région du cerveau intéressante, vous voyez, on fait réviser votre neuroanatomie ce matin, le précuneus, qui est une région du lobe pariétal, le lobe de Carré de Fauville. C'est le centre de l'agentivité. Alors ça aussi, ça vient d'être découvert par la même équipe américaine, vous voyez, de octobre 2018. C'est le sentiment d'être l'auteur de nos actes. Donc c'est ce qui fait défaut, par exemple, chez certains patients schizophrènes qui ont le syndrome de la main étrangère, par exemple. Donc vraiment, c'est une zone très importante également pour la conscience de soi, pour l'imagerie mentale et aussi pendant l'hypnose. Donc depuis plusieurs publications, on avait noté que cette région-là était modulée de façon particulière. Alors ce qu'on peut dire, c'est que ces deux régions, du désir d'agir et de l'agentivité, donc la sensation d'être responsable de nos actes, c'est vraiment les deux piliers du libre arbitre. Et c'est un peu ce qui nous rend libres. Et c'est peut-être aussi le sentiment de liberté que ressentent nos patientes quand ils font la séance d'hypnose. Donc l'hypnose, c'est pas une inhibition cérébrale, c'est plutôt une activation de régions aussi importantes que cette région du libre arbitre. Et je pense que les patients douloureux chroniques, ils ont besoin de retrouver cette sensation de liberté que quelquefois ils ont peut-être mis de côté. Le cervelet, ça c'est la surprise aussi. Alors je vous ai mis la référence, Scott Marek, c'est une équipe américaine, novembre 2018, ça vient de sortir, donc on ne pouvait pas vous annoncer ça il y a 6 mois encore. Le cervelet, c'est effectivement la coordination motrice. Moi, c'est ce que j'ai appris pendant mes études, et vous aussi, je suppose. Mais c'est que 20% de l'activité, et 80%, c'est des fonctions cognitives de haut niveau. Donc ça, c'est vraiment une surprise. Le cervelet, c'est bien plus qu'un petit organe de rien du tout. C'est quelque chose de très, très important. Et nous, dès 2005, avec Jean Becchion, on avait noté qu'il y avait des activations très particulières. C'est l'image que vous avez sur la droite. Donc ça, c'est des images de 2005, on avait noté. Vraiment des activations très particulières du cervelet à cette époque, sans comprendre ce dont il s'agissait. Et donc maintenant, par exemple, on sait que quand on se rappelle un souvenir, on va utiliser le cervelet. Voilà, donc une autre région du cerveau importante qui sort un peu de l'anonymat et de la méconnaissance pour devenir un organe tout à fait noble et intéressant. Alors, dans les années à venir, il faut vous attendre à voir des nouvelles cartes cérébrales qui vont apparaître. Alors, je vous montre celles-là. Ce sont les cartes de l'équipe de Neurospin, où vous avez donc ces fameuses fibres qui connectent les différentes aires corticales et des activations du cerveau qui correspondent à cette connectivité fonctionnelle. Donc, vous verrez de plus en plus ce type de cartes apparaître qui viennent compléter les cartes que vous connaissez, comme les homonculus de Penfield. Et alors, c'était posé dans le quiz, je ne sais pas si vous avez vu la question ou pas, mais on a aussi une validation de la réification. La réification, c'est une technique qui est largement utilisée en hypnoanalgésie, qui consiste à modifier la forme, de transformer une douleur en un objet et de modifier sa forme et sa couleur. Donc là aussi, on sait que la technique marche très bien sur le contrôle de la douleur, mais ça a été validé aussi par 2 études de neurosciences récentes qui font appel à des techniques de réalité virtuelle dont va nous parler Catherine Bernard. Et donc c'est vraiment intéressant de voir que cette technique-là aussi est validée par la neuroscientifique. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Merci Bruno. On a volontairement mis un peu plus d'images et de PowerPoint dans ton topo parce que il fallait que nos collègues qui sont connectés massivement aujourd'hui puissent voir l'évolution en termes d'imagerie et des possibilités actuelles d'exploration du cerveau. Comme tu viens de nous le montrer, on a actuellement des nouvelles voies de recherche et des nouvelles images qui sont tout à fait saisissantes, qu'on n'imaginait même pas il y a quelques années. Oui, c'est la surprise et la bonne surprise pour tout le monde finalement. Le cerveau qu'on pensait être vraiment délicat à explorer commence à être... on a les bons outils finalement, les bons outils qui sont des outils de physiciens, des outils de mathématiciens, des outils d'intelligence artificielle qui permettent maintenant de comprendre des phénomènes qu'on fréquente depuis tout le temps, c'est-à-dire la douleur, la transe hypnotique, la conscience, et vraiment de valider, de mettre en évidence toute cette connexion particulière, toutes ces connexions particulières qui se produisent pendant ces différents processus. Alors on n'a pas beaucoup de questions sur le chat. Je pense que les internautes sont assez dubitatifs et peut-être en admiration dans ces images. On va leur laisser le temps un petit peu de poser les questions. Un autre questionnement, Bruno. Finalement, on voit bien l'interrelation entre plusieurs zones cérébrales. Est-ce qu'on peut penser que certaines pathologies, type accident vasculaire ou autre, bloqueraient ces courants ou ces relations et entraîneraient un peu plus d'échecs dans nos processus de mise en place d'hypnose? C'est une très bonne question. Pendant longtemps, on a enseigné que les patients cérébraux lésés faisaient moins facilement l'hypnose que les autres, que les gens résistants, il ne fallait pas leur faire de l'hypnose, il n'y avait que les gens qui étaient très suggestibles qui devaient pouvoir bénéficier d'une séance d'hypnose. On s'est rendu compte que c'est totalement faux, que tout le monde peut bénéficier de ce type de séance à partir du moment où on a la compréhension auditive qui est conservée. Et qu'en fait, on sous-estime les phénomènes de neuroplasticité, donc les capacités d'adaptation du cerveau après une tumeur opérée, après un accident vasculaire cérébral, et que finalement, on a des résultats tout à fait spectaculaires et mesurables chez des gens qui ont des maladies neurologiques évoluées avec vraiment des améliorations en termes de confort de vie tout à fait intéressants. Alors les questions commencent à affluer. Michel qui nous pose la question suivante. Peut-on retrouver des mêmes images ou des mêmes processus avec l'acupuncture? Alors c'est une très bonne question aussi. Et bien là aussi, donc jusqu'à présent c'était très mystérieux l'acupuncture. Il y avait une validation clinique. Là aussi, on commence à avoir des activations cérébrales particulières qui apparaissent, notamment pour les séances d'acupuncture visant l'analgésie. Avec des mesures qu'on peut faire directement au niveau des centres de la douleur dans le cerveau, la matrice corticale de la douleur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, aussi localement, on commence à comprendre comment ça se passe et que les canaux, finalement, de la médecine énergétique, la médecine chinoise ont un substrat sur l'étude du tissu interstitiel. Et on commence également à comprendre comment l'information diffuse à ce niveau-là. Question plus technique probablement de Samia, qui s'interroge sur l'imagerie et le système opiacé. Et puis je dirais pas que le système opiacé. Est-ce que vous avez la possibilité, avec des traceurs, éventuellement des traceurs radiologiques, de mettre en évidence certains processus faisant intervenir le système NMDA, le système GABA, les opioïdes, etc. C'est une très bonne question. Donc là, je vous ai parlé du versant anatomique, mais il y a le versant chimique, biochimique, que vous connaissez bien vous, parce que vous utilisez en anesthésie toute une panoplie de molécules très, très performantes. Alors, on a des études intéressantes sur le système des opiacés, ce qui nous permet d'ailleurs de distinguer le processus hypnotique du processus du placebo, parce qu'on nous pose la question souvent, est-ce que les suggestions de placebo sont la même chose que l'hypnose? Et bien, la réponse est non. Et justement, ça passe par des circuits. Alors, en hypnose, on ne passe pas tellement par le circuit des opiacés, alors que les suggestions placebo d'analgésie sont vraiment connectées au circuit des opioïdes.
On a une question de plusieurs internautes on va en discuter après avec Catherine Bernard sur les tarifications, l'aspect financier, on en parlera après, mais question très pratique pour toi qui as une activité aussi libérale, quel est l'intérêt de ces IRM en pratique quotidienne? Est-ce qu'il y a un intérêt ou est-ce que c'est uniquement du domaine de la recherche actuellement? Alors, nous, on a développé à Thiers, dans notre centre d'imagerie, la prise en charge des patients phobiques, avec les phobies médicales, notamment la claustrophobie en IRM. Donc ça, c'est vraiment des applications pratiques pour que les patients puissent passer leurs examens dans les meilleures conditions. Pour l'instant, je dirais que c'est quand même du domaine de la recherche. On n'a pas encore d'outils très pratiques qui pourraient être utilisés. Par exemple, on vous projette la zone de la douleur de votre cerveau sous la forme d'une couleur, et comme une réification, vous allez réussir comme ça à diminuer, comme une flamme par exemple, et vous allez réussir à diminuer la taille et la puissance de la flamme. Ça a été fait en recherche. Moi, je pense qu'avec les moyens simples de l'hypnose, juste en faisant de la discussion avec le patient, on peut faire exactement la même chose. Alors après, donc du coup, ça économise la technologie. Les IRM, ça coûte extrêmement cher. Et je pense que vous pouvez obtenir vraiment exactement les mêmes résultats, simplement en utilisant des moyens simples de la conversation avec le patient. Est-ce que Bruno, on peut mettre en évidence un effet post-hypnotique au niveau de l'imagerie ? C'est une très bonne question. On n'a pas de traces. Alors les Russes ont travaillé chez le lapin. Ils ont fait l'hypnose chez le lapin. Eux, ils avaient l'impression qu'il y avait des traces neurologiques de l'hypnose qui duraient plusieurs jours. Chez les humains, on n'a pas ce genre de données-là. Pas encore. Il y a beaucoup de lapins chez les humains, mais ce n'est pas le sens de la question et le propos aujourd'hui, bien sûr.